On chauffe, on tape, on cisaille, on aplatit, on plie dans la plus pure tradition. Feu, enclume et marteau alimentent l'imagination de l'artiste. Précision, habileté, créativité, bon coup de crayon et compas dans l'œil, voici quelques-unes des qualités indispensables à la réalisation de pièces d'art par le ferronnier. Paul Pongy possède toutes celles-là et il le tient de son père Marcel, qui a fait naître en lui le goût de cet art ancestral. Effectivement, puisqu'à 12 ans déjà, je le suivais dans l'atelier. Et après, donc, m'est venue cette passion du fer. J'ai développé. Je suis d'abord allé au lycée pour le traçage et le dessin industriel qui est très important, puisqu'on ne peut pas réaliser quelque chose sans avoir des cotes, sinon on part à l'aventure. Et après, pour développer un petit peu l'esprit, j'ai fait les beaux-arts. Et là, je suis tombé sur un professeur qui m'a incité à avoir l'amour du métier. Mais on peut bien sauter les générations, le geste reste identique à celui perpétré il y a des milliers d'années par les forgerons. Seule l'évolution des outils a allégé un tantinet la tâche, mais ici pas de temps à perdre, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors on sue, on tape, on tord pour offrir l'excellence avec force et passion. Là, c'est un métier qu'on vit avec ses tripes. Sinon, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup d'être vécu. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est la fabrication d'un strip 4. Le strip 4, c'est un strip chat. Bon. Allez, je vais refendre ce fer à la cisaille et ensuite on passera à la forge pour l'écarter et finir de le forger. Ici dessous, j'ai une lame qui va m'aider à refendre le fer. La difficulté, c'est de bien guider le fer, de ne pas se laisser entraîner. La lame mord bien au bon endroit, tout est là, tout est un coup d'œil, c'est l'habitude. Voilà, mon barreau est refendu. Et maintenant, je vais travailler à la forge, au feu. Je règle la vitesse du feu par une petite manette qui se trouve là-dessous. Plus je tire, plus je laisse passer l'air. Et je vais écarter les bannes. Et voilà. Un petit coup à la bigorne. Bien pointu. On tape au bon endroit. Tapez vite. Et c'est bon. Moi, je sais à quelle température il faut le travailler. Plus on se rapproche du blanc, plus c'est facile. Plusieurs fers dans la forge. Ben, tout simplement pour gagner du temps, pas user du charbon inutilement. Maintenant, il faut l'esthétique, que ce soit droit, ça plaise à l'œil. Un peu d'eau pour pas que le feu s'éparpille. Et pour que j'ai pas trop chaud. Ces gestes, ils sont répétés. Ouais. Certaines machines ont évolué. Mais notre savoir-faire, donc, il est là. On a nos combines que l'on donne, que je ne veux pas garder, parce que je ne veux pas qu'elles se perdent dans le temps. Donc tous les gens qui travaillent avec moi, je leur fais part de tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qu'a pu me transmettre. Voilà, cette première partie est terminée, je ne vais pas plus loin pour une bonne raison, que maintenant la chaleur monte, je ne pourrai pas tenir le barreau. Donc je vais attendre qu'il refroidisse, et tout à l'heure, je le prendrai dans notre sens. Mes chers amis, c'est le feu, c'est le fer, c'est l'enclume et le marteau. Mes amis, c'est pas des ennemis, ouais. Mais c'est moi qui commande. Vous avez vu que là, il était parfait, sans donner le coup de marteau de trop. On tape toujours au bon moment, au bon endroit, et pas trop vite, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est jeune. On va trop vite et on se fatigue. Donc allez, on passe à la réalisation d'une torche en carré de 30. J'ai fait un premier dessin, un premier jet pour me guider. On fera une torsade. Auparavant, la torsade, on va la trancher pour que le paraisse double. Ça, c'est un travail qui se fera à 2 personnes. Je prépare mon feu. J'enlève ce qu'on appelle la scorie. C'est ce qui vient de fondre du charbon. Et là, ça m'obstrue la cuillère. Donc, je perds de la puissance. Je le couvre pour qu'elle aille plus vite, elle chauffe. Un peu d'eau, je limite les flammes. Inutile de chauffer ailleurs. Je concentre mon feu. Là, on reste à côté de la forge à le surveiller. Et si le téléphone sonne, ne jamais répondre. Sinon, ça fond. C'est très long, ça commence. Plein régime. On va pas se priver. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Encore quelques instants. Là, on sent vraiment qu'au cœur du feu, c'est vraiment intense. La flamme est blanche. Voilà. Allez, place au pilon. Ce pilon m'évite de faire ce travail la plus vite fait, moins me fatiguer. Et la cadence, c'est moi qui la règle avec mon pied. Voilà, une pointe bien dégrossie. Maintenant, je vais l'affiner, je vais la peaufiner avec mon marteau. Là, je veux qu'elle soit régulière. Alors souvent, on laisse retomber le marteau comme ça.
C'est pour que la main se repose un petit peu. Je contrôle que les deux sont les mêmes. Voilà. C'est le métier. On n'y revient pas, on réchauffe. Si vous tapez mal, le fer se déchire. Moi, si j'essaye, c'est la cata. Ça sera pas le coup, ouais. Alors là, je vais me présenter dans une bonne température sur mon dessin pour être conforme à ce que je désire. Donc voilà, à ce niveau-là, je vais l'étrangler. On va partir de là et on va tourner. Difficulté, bien tenir la barre pour ne pas prendre un coup de fouet. Je me présente sur mon dessin. Et voilà. Conforme au dessin. Maintenant, je vais monter cette arête-là ici à 45 degrés. C'est moi qui commande. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais réaliser une torsade. Je vais marquer le début et la fin avec mon pointeau. Je vais trancher ce fer. Et je vais m'arrêter ici à 25 et à 40. Voilà. Un coup de pointeau pour que je puisse après le repérer quand il sera chaud. Voilà, c'est fait. On va trancher. Entre mes deux coups de pointeau avant de faire la torsade. Voilà ma tranche. Je la sors de l'eau. Comme ça, mon manche en bois a gonflé. L'outil ne partira pas. Allez. Donc à moi de bien tenir la tranche. Et à mon collègue de bien viser. Top. C'est bon. Donc je vais dresser ma barre avant de faire la torsade. Le bon coup, bon endroit. Maintenant, on va faire une torsade, un tour et demi, parce que ça va bien équilibrer le fer, ça sera belle. Hop. On y va? Allez. Voilà pour un demi-tour. Un tour, c'est pas si joli. Un tour et demi, là, sera bien équilibré. Elle est belle. Ah, je vais la dresser. Là, j'ai tapé dans la vide, maintenant je donne un contre-coup là derrière. Et j'ai obtenu donc une torsade parfaite, régulière. Si c'était trop chauffé à ce niveau-là, la torsade commence à s'entortiller ici et rien là. Donc ce ne serait pas très beau. Et bien la torsade donc au bon endroit, une bonne chauffe parfaite, je rétrécis là. Dernière réfraction, conforme au dessin. Je vérifie la longueur. Terminé. Droite et gauche, le client sera content. Voilà l'objet dans sa phase finale, luminaire, extérieur. On peut revoir ici comme j'avais allongé mon carré, l'étranglement, la torsade, la partie tranchée, l'autre étranglement. Reste à faire maintenant la partie arrière. Mais comme je vous disais, les yeux fermés, on voit que c'est agréable. Et c'est toujours agréable de toucher les formes. Pas la peine de regarder. Moi, comme ça, je sais que c'est beau, ça tourne tout seul. La matière me parle. J'adore. Ici, on est quand même dans des formes assez médiévales, mais aussi à savoir qu'on travaille le design aussi. On fait des tables modernes. Dernièrement, j'en ai fait avec des ferrailles, très design, très loft, très usine. Donc entre les deux, il y a tout un panel qui s'offre à nous, ce qui veut dire que le travail, il y en aura toujours pour ceux qui aiment faire la belle chose bien finie, qui ne regardent pas leur temps et qui sont amoureux de la passion. Nous vous l'avions promis il y a de cela quelques semaines, nous vous entraînons moins 30 000 ans en arrière, direction la préhistoire, en compagnie de Philippe Galland, responsable de la DRAC de Montpellier, responsable de nombreux sites pour la région Languedoc-Roussillon. Il surveille et protège notre patrimoine ancestral. Avec lui, nous allons pénétrer dans les cavités de la grotte La Baume-la-Tronne, mais une grotte comme celle-ci se mérite et il faut des conditions bien spécifiques pour y pénétrer. C'est armé de détecteurs de gaz carbonique et d'analyseurs d'oxygène que nous tenterons de pénétrer vers le passé. Donc, à plusieurs endroits, je dois faire des mesures d'air. Du coup, c'est quoi les bonnes mesures pour pouvoir pénétrer dans la grotte? Pour pas qu'il y ait trop de dioxyde de carbone?
pas trop de dioxyde de carbone et qu'il y ait de l'oxygène. Le problème de cette grotte, c'est qu'elle a des taux d'oxygène qui sont relativement bas. C'est dû à des fonctionnements avec le sol en surface et problème de courant d'air et de stagnation d'air dans la cavité. Donc du coup, il ne faut pas y rentrer comme ça donc, sans avoir mesuré, quoi, voilà. ça peut être dangereux. C'est un contrôle personnel, donc il y a des marges à la fois qu'on appelle techniques pour le personnel, puis il y a des marges pour le public. Quand on amène du public, les marges sont beaucoup plus restreintes parce qu'en fait, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas s'ils ont un suivi comme on a. Donc chaque année, moi, c'est... Et du coup, les groupes, quand vous emmenez des groupes, ils sont combien les gens en général? Vous êtes 6 maximum. Maximum. C'est une gravité qui n'est pas dangereuse en termes d'accompagnement, mais c'est des volumes de personnes au niveau du choc thermique qu'on amène dans la cavité. Et 10, ça me laisse largement l'amplitude de gérer le groupe, de voir le premier et le dernier, quoi. Bon, c'est bon, là. On en aura un peu vers la fin, je pense, mais... Allez, allez-y, va. Je passe en premier alors? Voilà. À Sainte-Anastasie, la grotte La Baume-la-Trône. La Baume-la-Trône, la grotte des mauvais garçons. Pourquoi elle s'appelle comme ça d'ailleurs? Une légende qui raconte qu'il y a des brigands qui se cachaient à l'entrée. Et la grotte était murée. Et donc les gendarmes les attendaient à l'extérieur. Chaque fois, les brigands s'enfuyaient par un petit passage latéral qui leur permettait de sortir sur le... Voilà, ça c'est la légende. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai ou pas, je ne sais pas. Oh, c'est une belle cavité, hein. On peut peut-être parler de son histoire, en fait, justement. Elle a été découverte... Alors, la première partie de la grotte est connue de toutes les époques, puisqu'elle a été fréquentée par tous les spéléologues qui ont promené dans les grottes du Gardon depuis le début de la spéléologie. Et elle a également été fréquentée tout au long de la préhistoire, puisqu'on y a trouvé des vestiges de toutes les époques. Donc en fait, cette galerie se terminait sur un siphon de sable, et c'est en creusant dans ce sable que des enfants, en 1940, ont trouvé le passage vers la deuxième partie. Donc là, ils ont découvert les peintures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ancienne perte du Gardon, c'est-à-dire qu'à une époque où la rivière coulait un petit peu plus haut en altitude et où le massif était plus encaissé dans le paysage, le Gardon se perdait comme aujourd'hui, en l'espace d'une journée, et donc par des drains souterrains. Et donc là, on est dans un de ces drains souterrains qui amenait l'eau et qui permettait de ressortir vers la Baume Saint-Verdem. Et l'eau, elle passe plus là alors? Là, elle passe plus, non. On risque rien. On risque rien. Ce qu'on appelle un réseau fossile. C'est typique de galeries qu'on appelle paragénétiques, c'est-à-dire qu'elles ont la particularité de se creuser du bas vers le haut, contrairement à la mécanique qui voudrait que ça se creuse du haut vers le bas. Tout simplement, vous avez un premier creusement qui va se sédimenter, donc le sédiment va venir le combler, et du coup l'eau va se mettre à circuler au-dessus, donc va continuer à éroder au-dessus. Et ce qui est très caractéristique de ce type de galerie, c'est ce qu'on appelle des profils en trous de serrure. Vous voyez, qui sont à chaque fois, vous voyez, les petites étagères sur les bords là qu'on voit des deux côtés. C'est donc le toit d'une galerie et le plafond d'une autre qui s'est effondré. Et de ce fait, donc, ça remonte et on voit le chenal de voûte là-haut, qui est le dernier état de creusement en fait, qui est le creusement le plus récent. Et toutes les traces noires que vous voyez à la voûte, c'est des traces d'urine de chauve-souris, qui sont très vieilles par contre. Là, c'est le passage où on est un petit peu accroupi. Voilà. Allez. Vous l'entendez, les alarmes retentissent. Seul Philippe empruntera l'échelle de plus de 30 mètres qui mène aux salpintes. L'oxygène insuffisant et l'air chargé de dioxyde de carbone nous empêcheront de pénétrer plus en profondeur dans la grotte. Dans les semaines à venir, de nombreux contrôles et tests seront pratiqués par Philippe Galland de la DRAC
Pour tenter de comprendre ce changement soudain d'atmosphère, la grotte est normalement respirable à cette époque de l'année. Mais ce n'est que partie remise, c'est promis, nous reviendrons dans un prochain territoire sur le site de Sainte-Anastasie, à la grotte La Baume-la-Trône, et vous aurez la chance, tout comme nous, de découvrir en images ces peintures pariétales. Soyez fidèles donc, à suivre. On y va.